Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le faux suspense prendra fin. Demain, Martine Aubry annoncera officiellement sa candidature à la primaire socialiste en vue de 2012. Cette annonce intervient alors que nombre de candidats se sont déjà lancés dans la course. Alors la première secrétaire du PS sera-t-elle plus à même de fédérer la gauche? Réponse ce soir du patron des sénateurs socialistes, Jean-Pierre Bel, notre invité qui nous dira aussi sa préférence. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy met l'accent sur son bilan économique lors d'une conférence de presse à l'Elysée. Le chef de l'État a vanté les mérites du grand emprunt lancé en 2009. Objectif, revêtir les habits d'un président compétent et garant de l'intérêt national. Alors parviendra-t-il à engranger les dividendes économiques et politiques de ce grand emprunt? Débat à suivre dans un instant. En Libye, à présent, scène de joie à Misrata et à Benghazi après l'annonce par la Cour internationale de justice d'un mandat d'arrêt contre Muammar Kadhafi. Mais après 3 mois d'intervention de la coalition, qu'est-ce que cette décision peut concrètement changer sur le terrain? Plus de détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on commence ce journal par cette information qui nous est parvenue tout à l'heure. Le principal suspect dans la fuite des sujets du bac a été arrêté ce soir. Ce père de famille de 52 ans est employé d'une entreprise de photocopieurs et d'imprimantes. C'est par ce biais qu'il aurait eu accès à l'énoncé de mathématiques. Il a été placé en garde à vue. Dans l'actualité politique, à chacun sa méthode et son style. Ségolène Royal se présente comme la présidente des solutions dans son discours hier sur sa terre charentaise. Elle a déroulé son programme tout en reconnaissant quelques erreurs de 2007. François Hollande, imperturbable, continue son tour de France du candidat normal pour incarner, dit-il, un président normal. Chez les outsiders, certains la jouent à l'américaine. Clip vidéo à l'appui, Arnaud Montebourg tente de faire décoller sa candidature dans les sondages. Il est en meeting ce soir et nos caméras y étaient. Jérôme Rabier. Salut, in real life. It's in real life upstairs. Salut. Tu vas bien? Salut. Il aime se faire appeler le jeune lion du PS et il entre dans l'arène des primaires. Arnaud Montebourg lance sa campagne officielle et réfute toute défaite prévue d'avance. Les instituts de sondage ne savent pas prévoir cette élection qui n'a jamais eu lieu. Il est impossible de dire qui viendra voter, qui ne viendra pas. Et donc, je vous mets au défi de bien, surtout, vous prémunir contre toute prévision prophétique. Côté public, il y a les convaincus qui militent à ses côtés depuis des années. Depuis 15 ans, il défend ces thèmes-là, démodélisation, citoyen république, et qu'il incarne le renouvellement, la rénovation des idées des candidats. Mais il y a aussi les indécis, ceux que les candidats aux primaires devront aller chercher. On vient voir qu'est-ce qu'ils portent par un peu plus en détail comme idée, essayer de faire une conviction un peu plus détaillée sur M. Montebourg. J'avais envie d'écouter aujourd'hui avec plus de détails ses propositions pour revoir un peu ce que je vais faire après pour la primaire. S'il est loin d'être favori, Arnaud Montebourg compte bien aller au bout de ses primaires ou à défaut imposer ses thèmes dans une campagne qui débute. Connaissez-vous Saint-Sauveur ? Eh bien, c'est une ancienne gare lilloise de marchandises réhabilitée en un prestigieux lieu culturel. Martine Aubry a choisi cet endroit pour annoncer demain sa candidature à la primaire socialiste en vue de 2012. Une intervention qui sera courte, dit-on, mais dont les mots et le ton seront scrutés pour mesurer son degré de motivation et la force de sa détermination. Aurélien Romano. Enfin, diront ses supporters, Martine Aubry va se jeter dans la mêlée demain, le jour du dépôt officiel des candidatures. Après 6 semaines de suspense entretenu, la première secrétaire ne fera pas cette annonce rue de Solferino, mais à Lille, dans son fief, entouré des siens. Ce sera donc dans un lieu symbolique, la gare Saint-Sauveur, une ancienne gare transformée en centre culturel. Dans le même temps, toute la communication se met en place. Martine Aubry a créé son compte officiel sur Twitter et Facebook et lancé son site pour donner rendez-vous à ses fans. Cette future campagne comporte même un logo. Reste le problème du parti. La future candidate veut mettre entre parenthèses sa fonction selon l'expression en vogue ce matin au PS. Dans les couloirs, on peaufine les derniers réglages d'une future direction collégiale où tous les candidats doivent être représentés. Des noms circulent pour un potentiel remplaçant. Tout sera tranché jeudi lors d'une réunion qui devrait afficher l'unité d'une famille politique qui veut à tout prix éviter la division. Juste après le discours de Martine Aubry, son principal challenger dans les sondages, François Hollande, sera en visite dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de Lille.
Il est l'invité politique du 22h, c'est le patron des sénateurs socialistes, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors demain, Martine Aubry va annoncer officiellement sa candidature à la primaire. Elle va mettre des mots sur ce que l'on sait déjà. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, à partir de demain? À partir de demain, c'est un grand moment qui démarre pour le Parti socialiste, puisque nous sommes dans la période d'organisation des primaires, de dépôt des candidatures. Et donc, nous allons montrer aux Français que nous sommes un parti politique moderne, qui est capable de s'ouvrir aux autres et qui est capable aussi de choisir à la fois dans la transparence, mais en même temps en sollicitant un maximum de nos concitoyens pour participer à ce choix. Je crois que la manière dont nous procédions dans le passé pour désigner nos candidats, et notamment candidats à la présidence de la République, est un peu dépassée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans le sens de l'histoire, en quelque sorte. Alors demain, c'est quelle Martine Aubry qui va déclarer son ambition présidentielle, selon vous? C'est laquelle que vous connaissez? C'est la dame des 35 heures? C'est la tenante de la Société du Caire? C'est laquelle? Moi, je connais aujourd'hui Martine Aubry, première secrétaire du parti, qui a cette légitimité, qui est à la tête du Parti socialiste depuis maintenant de nombreux mois, depuis le dernier congrès. Et je crois qu'à partir de cette légitimité, Martine Aubry dira pourquoi elle pense qu'elle peut être candidate, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les autres, tous ceux qui seront amenés à déposer leur candidature. Est-ce qu'elle a définitivement effacé le sentiment d'une candidature par défaut après la disparition politique de Dominique Strauss-Kahn? C'est à vous d'en juger, ça sera aux Français d'en juger. Moi, je comprends, comme vous, qu'après le retrait de Dominique Strauss-Kahn, avec lequel elle avait un certain nombre de discussions, sa candidature devenait inéluctable. Donc je crois que ça ne sera une surprise pour personne. Vous avez dit 2 fois le mot légitimité. Quels sont les autres atouts de Martine Aubry, justement, pour fédérer la gauche? Martine Aubry est une femme qui a du tempérament. Je crois que chacun le sait, qu'elle incarne les valeurs qui sont les nôtres. Elle a d'ailleurs eu un rôle prépondérant pour mettre au point notre projet. Je crois que voilà, ça fait pour elle un certain nombre d'atouts. Les autres en ont également. Justement, tempérament, elle incarne vos valeurs, son rôle. Mais avec tout cela, pourquoi, Jean-Pierre Bel, elle n'est pas votre candidate? Mais écoutez, moi, vous savez, je m'efforce de tenir une ligne au risque de décevoir, je suis garant de la cohésion d'un groupe parlementaire, le groupe socialiste, qui a en perspective, à l'horizon, un grand rendez-vous, celui des sénatoriales. Alors vous savez, je pense que le travail que j'ai d'abord à faire, moi, en tant que président du groupe PS au Sénat, c'est de me préoccuper de cette grande élection qui peut changer la donne. Mais vous êtes l'un des rares proches de François Hollande qui ne veut pas lui apporter officiellement son soutien. Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que vous êtes indécis? Est-ce que vous attendez que l'avance de l'un ou l'autre se confirme pour rejoindre confortablement le camp du mieux placé? Non, moi j'ai noté que les commentateurs disaient souvent on va voir ce que seront les primaires du Parti socialiste. Soit ils vont s'entre-déchirer, soit ce sera une guerre fratricide, soit au contraire, ce sera un grand moment d'échange, de débat, qui sera un atout considérable pour le futur candidat. Alors ne soyez pas étonnés d'avoir un certain nombre de personnalités qui, avant même que la liste des candidats ne soit connue, se positionnent comme, pour le tiercé, pour tel ou tel d'entre nous. Non, moi, vous n'en faites pas partie? Non, moi j'ai mes amitiés, vous les connaissez, vous venez de les Mais alors pourquoi vous n'annoncez pas officiellement, mais puisque c'est votre ami? Mais je sais aussi que j'ai un rôle à jouer et je me suis engagé auprès de mes collègues et amis sénateurs, membres de mon groupe, à me tenir, si possible, à équidistance, en tout cas avoir un certain recul. Jusqu'à quand, et ne pas rentrer dans un adoubement vous allez qui tenir n'a pas grand sens. dans cette position d'équilibriste à équidistance? Ce qu'on me demande, vous voyez, c'est plutôt d'être efficace dans le travail que je mène aujourd'hui en tant que président de groupe. Ce n'est pas incompatible de montrer son soutien à un candidat à la primaire et d'être efficace. C'est peut-être pas incompatible, mais c'est peut-être une de mes obligations que de faire en sorte de ne pas me lancer à corps perdu, de ne pas attiser un certain nombre de passions, de montrer à chacun que nous pouvons respecter les candidatures de tous ceux qui d'ailleurs les affichent. Et en ce qui me concerne, j'essaie de m'y tenir.
Ensuite, Mais à un moment, nous verrons bien. Bon, alors c'est le président du groupe socialiste qui parle et qui veut préserver, c'est ce que vous dites, l'unité de son groupe. Est-ce que ce n'est pas aussi le futur candidat au sénatorial aussi qui parle et qui veut préserver sa campagne? Alors, vous voyez, on pourrait me faire de multiples procès, dire que je n'ose pas me prononcer pour un candidat parce que je voudrais choisir celui qui gagnera, qu'en même temps, vis-à-vis du Sénat, avoir une espèce de comportement qui... Non, je crois que chaque chose en son temps. Moi, je suis comme ça, j'avance pas à pas et je crois qu'il faut construire lentement cette idée qu'il peut y avoir demain une alternance que nous n'avons jamais connue, un changement de majorité, et que je dois y travailler. Et tous ceux qui pourraient aller dans un sens différent, eh bien, je crois que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'annoncer une candidature à la présidence du Sénat, par exemple, avant de connaître les résultats qui tomberont le dimanche 25 septembre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous souhaitez l'alternance. Je crois même que vous le dites dans un livre qui va bientôt paraître, dont nous aurons l'occasion de parler. Est-ce que... quel bilan vous tirez justement de la présidence de Gérard Larcher depuis octobre 2008 ? Moi, je tire surtout le bilan, mais je répondrai directement sur le président du Sénat, de ce qu'est le Sénat aujourd'hui. Vous savez, je le dis dans ce petit livre, Le Sénat à l'heure du changement. J'ai toujours été frappé, lorsque je suis devenu sénateur, par cette nécessité qui m'était faite, d'une part, de dire pourquoi j'étais pour le bicamérisme. Et dès mon plus jeune âge, à un moment où j'avais une vision de la société peut-être un peu différente de celle que je peux avoir aujourd'hui, j'étais pour un régime à 2 assemblées. Mais en même temps, ce bicamérisme ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut un bicamérisme rénové, réformé, et donc faire du Sénat ce qu'il doit absolument être, c'est-à-dire à la fois le défenseur des libertés publiques, le défenseur des collectivités territoriales. Et pourquoi il ne l'est pas encore? Qu'est-ce qui manque selon vous à Gérard Larcher et comment vous jugez son bilan? Eh bien, de ne pas plier devant le pouvoir. Et lorsque il a plié devant je le pouvoir, pense en effet sur la réforme des retraites, alors que nous pouvions espérer du Sénat une position qui peut-être aurait mieux correspondu à ce qu'attendaient les salariés, lorsque sur la réforme territoriale, les sénateurs, notamment de la majorité, avaient dit qu'ils ne voulaient pas de ce que proposait le président Sarkozy, qui n'a cessé de stigmatiser les élus locaux, eh bien, ils ont cédé et le Sénat a été bafoué. Lors de la réforme de la taxe professionnelle, les sénateurs de droite également, mes collègues de la majorité, étaient nombreux à ne pas accepter ce qui était proposé. Et je remarque qu'à chaque fois, le Sénat n'a pas fait entendre sa voix. Voilà, c'est le petit reproche que je me permettrai de faire à la présidente du Sénat. Il se dit très consensuel, Gérard Larcher, c'est une fausse image? Écoutez, je pense que c'est peut-être de l'intérêt de tous de se dire consensuel. Moi aussi, je veux bien être consensuel. Ah, vous l'avez été. Pour ne pas prendre position en tant que président du groupe socialiste, vous l'êtes. Non, je pense que nous sommes dans une assemblée politique. Et dans cette assemblée politique, il y a une majorité et il y a une minorité, une opposition. Il y a la gauche, il y a la droite. On aurait tort de vouloir faire croire que le Sénat serait un peu détaché de tout et serait une espèce de communauté à part dans les nuages dans laquelle on pourrait se retrouver. Non, je crois que le Sénat vit depuis plus de 50 ans sous une hégémonie de la droite. La question qui est posée aujourd'hui, alors même que les communes sont à gauche, que les départements sont à gauche, que les régions sont à gauche, est-ce que le Sénat va suivre ce mouvement qui est voulu par notre corps électoral et est-ce que nous allons aller vers un changement de majorité ici au Sénat? Nous le verrons. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'avoir été notre invité. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Florane Grando ce soir. Jour de joie pour la rébellion libyenne. À l'annonce d'un mandat d'arrêt international contre Mouammar Kadhafi, la foule est en liesse à Benghazi. Après 42 ans de pouvoir sans partage, le colonel Kadhafi est poursuivi pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale de La Haye lui impute les crimes commis depuis les insurrections en Libye de février dernier. Selon l'ONG Human Rights Watch, c'est une étape importante. 800 000 jeunes apprentis pour 2015. Annoncé en mars dernier par Nicolas Sarkozy lors du discours de Bobigny, le Sénat examine ce soir la proposition de loi sur le développement de l'alternance. Quelques mesures sont d'ores et déjà à l'étude. Une carte spécifique d'étudiants des métiers, un site internet dédié entièrement à l'alternance et la possibilité d'enregistrer son contrat d'apprentissage directement en ligne.
constante mais surtout importante. Les marges brutes dans la grande distribution font exploser les prix. Le rapport de Philippe Chalmin, expert en matières premières agricoles, pointe l'accent sur des marges brutes élevées, entre 30 et 50%. Ceci profiterait largement à la grande distribution et ferait augmenter les prix du lait, des viandes, bovines et porcines, comme le jambon sous cellophane, sur lequel la grande distribution réaliserait une marge brute d'environ 45%. Très chaud mais court, le pic des températures ne durera pas. Plusieurs records de chaleur ont été battus en France aujourd'hui, comme dans le Poitou, l'Aquitaine et le centre en particulier. 39 degrés en moyenne. Pas de canicule à l'horizon. Dès demain, les températures vont baisser. Pas de lien démontré non plus avec la sécheresse, juste un bref phénomène météorologique. Quatrième conférence de presse pour Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a évoqué le bilan du grand emprunt lancé face à la crise en 2009. Une manière, bien sûr, de mettre l'accent sur son action, mais aussi d'opposer une contre-offensive à la semaine médiatique du Parti socialiste. On voit tout cela avec Claire Debuisère avant le débat du 22h. Habit de président et ton de professeur d'économie, Nicolas Sarkozy s'est voulu avant tout pédagogue. Nos déficits ont d'abord servi à financer des dépenses courantes au détriment des investissements, donc au détriment de l'avenir. Depuis 30 ans, on accumule les déficits et la part des investissements est passée de 12,5 à 7,5 dans les dépenses de l'État. Plutôt rare dans les médias ces derniers temps, le président a choisi de s'exprimer au début d'une semaine qui s'annonce cruciale pour les socialistes. C'est le président de la République, il s'exprime devant la presse. S'il ne le fait pas, on dit s'exprime pas, et quand il le fait, on dit c'est pas le bon moment. Moi je pense qu'il a eu raison et c'est le bon moment. Face à plus de 180 journalistes, Nicolas Sarkozy a défendu sa décision d'investir 35 millions d'euros dans l'innovation, la recherche et l'investissement pour relancer la croissance. Et pas question de s'éloigner du sujet, sauf pour tacler les socialistes. Ceux qui auront l'idée de revenir sur le non-remplacement d'1 sur 2, de revenir sur la réforme des retraites, ou de refuser une règle d'or qui obligera tous les gouvernements à prévoir un budget en équilibre à terme, eh bien, ça sera l'explosion de la dette, l'explosion des déficits et l'impossibilité pour la France de se financer. Le problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle dépense trop, on peut toujours mieux dépenser. Le problème, c'est qu'elle a consenti des réductions d'impôts en direction des entreprises les plus riches et des Français les plus riches qui ont creusé les déficits. Interrogé sur sa candidature en 2012, le chef de l'État n'a pas voulu répondre. Mais en défendant son plan pour les investissements d'avenir, Nicolas Sarkozy a aussi défendu le sien. Grand emprunt, grande conséquence, point d'interrogation. On en parle avec nos invités ce soir. L'économiste Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Le président et fondateur de think tank Terra Nova, Olivier Ferrand. Merci d'être avec nous ce soir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. J'en profite, Jean-Louis, pour parler de ce livre. Ça y est, qui est sorti. Vous avez mis du temps à l'écrire. On s'entend ? Non, pas 100 ans, mais on lui a laissé du temps. À part les chroniques dans le 22h. La crise de 100 ans, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors Jean-Louis, sur le grand emprunt, d'abord, on veut comprendre la mécanique. Quelle est la mécanique sous-jacente à ce grand emprunt? D'abord, il faut dire qu'elle a évolué. Parce qu'au départ, il ne s'agissait pas de ce que nous a présenté ici. Il s'agissait de lancer un grand emprunt dit populaire qui devait être de 100, 110 milliards d'euros. Le temps passant, on s'est dit que peut-être que faire appel à l'épargne populaire alors que la consommation est le pilier de la maigre conjoncture française, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Et ce grand emprunt populaire est devenu un emprunt. Un emprunt de 35 milliards d'euros, comme ça vient d'être dit par le président à l'instant, et qui, lui, va subir une mécanique un peu spéciale. L'idée, c'est de se concentrer sur des projets. Des projets, alors avec des mots qui sont innovants, excellence, projet d'avenir, tout ceci mériterait évidemment des définitions un peu plus précises que celles qui ont été données. Des projets qui s'articulent autour de 5 axes majeurs, l'entreprise PME, l'enseignement supérieur et la formation, la recherche, le développement durable et le numérique. Alors on a fait à des appels d'offres et ça a eu un succès assez important parce qu'il y a eu 1500 dossiers qui ont été déposés de la part d'universités, de laboratoires. Le quart aurait été retenu pour le moment, bien que pour l'instant il n'y aurait que 20 milliards d'engagés sur ces fameux 35 milliards. Ce qui fait, le président dit, je n'ai pas voulu saupoudrer, enfin pas je, parce qu'en fait, quand on a fait appel à un jury international pour sélectionner ces projets, on n'a pas saupoudré, mais vous voyez que pas mal certaines universités protestent en disant on n'a pas été retenu parce que nos territoires n'avaient pas l'impact, on n'a pas pu faire
le lobbying. Donc il y a des satisfactions et puis il y a évidemment un certain nombre de déceptions. Des projets structurants associant des entreprises privées, parce que l'idée c'est que ces 35 milliards se transforment en 70 milliards par des apports privés extérieurs. Et maintenant donc, on va attendre les dividendes. Les dividendes sont de deux ordres pour M. Sarkozy certainement. D'abord économique, bien sûr, et sans doute politique. Puisque en réalité, aujourd'hui, il a ouvert la campagne de 2012. D'accord. Alors restons sur le terrain de l'économie encore un instant. Olivier Ferrand, le grand emprunt, l'emprunt. On ne va pas chipoter sur les montants, même si on va en parler. Ça reste quand même une action, un ensemble de mesures consensuelles, parce qu'on donne la priorité aux investissements les plus novateurs dans l'université d'excellence, dans la recherche, dans les technologies de pointe. On finance l'avenir. Vous êtes d'accord ? Ah oui, vous savez, j'étais rapporteur adjoint du grand emprunt, donc je ne peux qu'être d'accord. Sur le diagnostic, c'est exactement celui que disait Nicolas Sarkozy. Nos déficits financent les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses du présent, et pas les investissements d'avenir. Ça dure depuis 30 ans, y compris les 10 dernières années, le gouvernement de droite au passage. Deuxièmement, la méthodologie était la bonne. Une commission transpartisane, Juppé-Rocard, puisque ce sont des investissements d'avenir sur 20-30 ans. Donc il vaut mieux qu'il y ait un minimum de consensus politique sur ces investissements, à travers un dispositif qui sélectionne quelques grands secteurs d'avenir, mais pas de manière pompidolienne, c'est-à-dire on ne va pas dire quels sont les grands projets, l'État ne va pas dire quels sont les grands projets qu'il faut défendre, ça c'est la meilleure façon de se planter, mais simplement des secteurs, et ensuite par appel d'offres, par jurys internationaux, on laisse les technologies et les entreprises se déployer pour choisir la meilleure. Un exemple, on décide d'investir dans le numérique très haut débit, mais on ne dit pas si c'est le numérique hertzien, le satellite ou la fibre optique qui doit être retenu. Ce sera un jury, un appel d'offres de le faire. Tout ça va très bien. Mais en revanche, il y a un certain nombre de défauts. J'en cite deux. Le premier, c'est qu'il y a très peu d'argent. Très peu d'argent, 35 milliards d'euros. Le président a dit que c'était le plus grand investissement jamais fait. Il y a peu d'argent parce qu'il y a un manque de volonté politique ou parce que c'est la situation de ce qu'il y a dans les caisses ? Les deux sans doute, mais il y a aussi, on ne prend pas la mesure du problème. En gros, le grand emprunt a été mis en place à partir d'une idée simple, c'est que le potentiel économique de la France avait été détruit par la crise de 2009. Et donc il fallait réinjecter une fois, en un coup, un investissement public massif. La réalité, c'est que ça fait 30 ans, et le président de la République l'a dit, 30 ans que la France sous-investit. Des économistes comme Charles Wyplosz, Jacques Delplat ont évalué à 400 milliards d'euros le déficit d'investissement accumulé du pays. Bonne méthodologie, mais il faut un grand emprunt par an. Il faut un programme d'investissement d'avenir. Il faut avoir derrière les finances pour ça. Tous les ans. Non, c'est qu'il faut avoir moins de dépenses de fonctionnement et plus de dépenses d'avenir. À qui s'adressait Nicolas Sarkozy ce matin? Un peu aux agences de notation, non? Un grand emprunt pour sauver la note du triple A de la France avant. Il s'adressait bien sûr aux Français, à beaucoup de monde, mais est-ce qu'il ne s'adressait pas aussi au marché d'abord? Je pense que c'était un exercice politique. Les marchés financiers regardent plutôt l'évolution du déficit et de la dette. Et de ce point de vue-là, on aurait certainement un point d'accord. Ce que j'avais dit d'ailleurs quand il y a 2 ans, cette affaire avait été lancée, j'étais d'accord pour faire un montant très supérieur de ce grand emprunt, lui allouer peut-être une centaine de milliards. Comme Henri Guénaud. On lui a finalement alloué 35 milliards et du coup, depuis, j'ai notre proposition, c'est de faire 35 milliards tous les 2 ans. Mais financé par une réduction du train courant des administrations publiques d'un montant de l'ordre de 65 milliards d'euros qui permettrait donc de réduire très significativement le déficit courant tout en ayant un effort d'investissement très significatif à moyen terme, c'est-à-dire en gardant la même méthodologie, en gardant les mêmes équipes qui pourront assurer un suivi sur la durée, en renouvelant bien sûr les comités d'appel d'offres, mais on pourrait tous les 2 ans ou pire tous les 3 ans renouveler l'exercice parce qu'effectivement, alors dans un livre récent que j'ai publié, j'ai proposé que la France investisse 300 milliards d'euros sur 15 ans. J'estime que nous avons pris un retard énorme. On répète depuis 20 ans que nous avons des investissements publics de grande qualité. En réalité, l'essentiel des investissements que nous avons ont été lancés avant 1990. Ça fait 20 ans qu'on investit beaucoup trop peu. Je prends un seul exemple. Le bassin parisien, c'est le moteur économique de la France.
Et dans tous les pays, quand une région est leader, elle a généralement un taux de croissance deux fois plus rapide que le reste du pays pour entraîner le reste du pays. Or, quand on compare le taux d'investissement depuis 10 ans du Grand Paris par rapport au Grand Londres et au Grand Berlin, notre effort d'investissement est de l'ordre du tiers de celui du Grand Londres et du Grand Berlin. Donc on a pris un énorme retard sur le plan des investissements de toute nature. Et un mot sur la compétitivité des entreprises. Il en a été question aujourd'hui. Coup de griffe contre le projet socialiste, c'est les 35 heures qui ont, selon le président, pénalisé la compétitivité de nos entreprises qui ont un petit peu hiberné par rapport aux autres entreprises. Jean-Louis, est-ce que c'est le cas? Moi, je pense d'abord que cette réflexion du président n'est pas d'une très grande originalité, parce que c'est un thème politique qui est assez récurrent et qui revient... On peut s'attendre à ce qu'il revienne dans la campagne. Qui revient et qui va encore revenir dans la campagne. On sent bien quand même qu'il y a la volonté de de situer la campagne avec deux axes. D'un côté, moi, président Sarkozy, je m'occupe de l'économie et je gère la crise et je prépare l'avenir, et essayer de cantonner le Parti socialiste uniquement sur le thème de la justice. C'est le cas, oui. Olivier Ferrand, juste sur ce point que souligne Jean-Louis. Non, mais j'aimerais quand même revenir 2 minutes sur le grand emprunt, puisque c'était... oui, on essaye un petit peu d'élargir le débat. Non, parce que au-delà d'aspect global, financier, il y a quand même un certain nombre de problèmes sur lesquels on passe complètement à côté. On parlait de sélectionner des projets d'avenir à travers des appels d'offres et des jurys internationaux. Vous prenez les laboratoires d'excellence, ce qui est la référence du grand emprunt. Le jury international qui a été réuni, on a choisi 39 sur 240. Non. 16% de taux de réussite, c'est effectivement un laboratoire d'excellence. Mais au lieu de prendre ces 39, parce que la ministre est intervenue, on en a finalement retenu 100. C'est-à-dire que les 2 tiers des laboratoires, des soi-disant laboratoires d'excellence, ont été retenus par le ministre et pas par le jury international. Et du coup, pratiquement 50% des projets ont été retenus. Ce qui fait qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un vaste saupoudrage. Dernier point. Mais globalement, il n'y a qu'un quart des projets qui sont retenus. Oui, globalement. Non, je veux dire, oui, c'est pas 5. Non, parce que c'est là vous prenez les projets phares, c'est 50%. Dernier élément, non seulement il y a, on disait, peu d'argent par rapport aux besoins de la France, mais ils ne sont toujours pas décaissés. On a supprimé. On peut supposer que ça va venir sur le papier, mais Jean-François Copé disait 20 milliards sur l'année. Oui, attendez. Jean-François Copé disait aujourd'hui que c'était la principale contribution à l'économie française de cette année. La réalité, c'est qu'effectivement, on a sorti 20 milliards, mais ils dorment aujourd'hui sur les comptes du Trésor. Ils ne sont pas arrivés aux destinataires finaux. Le peu d'argent. Bonne gestion d'ailleurs. On n'a pas essayé de décaisser trop. Le peu qui arrive aux destinataires finaux n'a pas été dépensé. Donc aujourd'hui, on a supprimé 500 millions d'euros de crédits de fonctionnement qui devaient couvrir les intérêts de la dette, mais de l'autre côté, il n'y a rien qui a été décaissé. Donc pour l'instant, le bilan, en 2010, pour l'instant, le bilan, c'est moins 500 millions d'euros. Tout n'est pas décaissé, mais quand même, parce que c'est un projet à temps. Rien n'est décaissé à ce stade. Rien, ça fait 1 an et demi, on n'a quasiment rien de décaissé, et par contre, on a supprimé 500 millions d'euros sur le long terme. Est-ce que Nicolas Sarkozy pourra profiter politiquement des fruits de ce qu'il a? Non, mais en fait, si vous voulez, il y a toute une politique de l'offre qui a été mise en place par ce président depuis 4 ans. La politique même a été changée. Le grand changement, c'est 2005. C'est en 2005 qu'on crée les pôles de compétitivité. Ensuite, on a les premières réformes avec les pôles d'enseignement supérieur et de recherche. 70 pôles de compétitivité, les États-Unis 5. Oui, mais on a mis les 2 tiers des fonds sur 5 ou 6. Le grand emprunt aujourd'hui. Juste pour répondre à votre question, il a fait donc toute une politique favorable à la recherche et développement, à l'innovation. Le crédit d'impôt recherche y participe. La réforme de la taxe professionnelle est venue au bon moment pour aider les entreprises les aider à traverser cette crise. Et maintenant, avec le grand emprunt qui sera effectivement décaissé à partir de l'automne et à la fin de l'année, en réalité, le président de la République a travaillé pour son successeur. Si ce n'est pas lui-même, il aura fait comme Schröder, il aura servi son pays et puis c'est le successeur qui en profitera. Ce qu'il faut regretter, c'est que la France ait posé le sac entre 90 et 2005. Au moment où tous les autres pays entraient de toute force dans la globalisation, nous avons cessé d'investir et de nous projeter dans l'avenir. On recommence à mettre la machine en route depuis 2005. Ça paiera en 2020.
Et voilà, donc c'est à voir. Merci beaucoup messieurs. Jean-Louis, je rappelle ce livre, La crise de 100 ans. On aura l'occasion d'en parler. C'est après 2020, donc, mais demain déjà on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités messieurs et merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, votre documentaire. Ce soir, il concerne le tunnel, c'est le secret du siège de Sarajevo. Très très belle soirée à vous et à demain. « 99%. À 99%, croyez-le ou non, ce tunnel a sauvé la ville. Il aurait fallu le préserver comme un trésor pour qu'il puisse entrer dans l'histoire. Sarajevo, une ville symbole. 500 000 habitants de diverses religions et cultures y vivent en harmonie depuis longtemps. Début des années 90, les guerres ethniques déchirent la fédération yougoslave. Avril 92. L'armée serbe encercle Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, qui vient de proclamer son indépendance. Upoznajem vojnike, bit će potres Sarajeva. Sa sve 4 strane sveta sam ja Sarajevo blokirao. Nemamo izlaska u Mišalovci. Za 2-3 dana će Sarajeva nestati, bit će 500.000 mrtvih. Les soldats serbes pensent rapidement conquérir cette ville qui n'a pas d'armée. France Info, 7h30, Stéphane Duo. La population civile de Sarajevo est totalement prise au piège, impossible de fuir. Sarajevo pourrait donc être la première capitale d'une république de l'ex-Yougoslavie à tomber. Les habitants de Sarajevo ne tiendront pas longtemps, le compte à rebours est commencé.